Manager. Monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël à Paris. Selon le New York Times, le Mossad estime que les Iraniens seraient désormais en mesure sur le plan technique de produire une bombe en l'espace de 2 semaines. Renseignements fournis au service américain qui considère de leur côté, toujours selon le quotidien américain, que le pouvoir iranien n'a pas encore pris de décision en la matière. D'abord, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous confirmez ces informations? Il parle de matériel fissile pour une bombe, pour la première bombe. C'est-à-dire enrichir l'uranium qui est à 60%, l'enrichir à 90%, c'est 10 jours, d'une semaine à 10 jours, et qu'ils n'ont pas pris... Bon, il faut dire qu'ils avaient la capacité de le faire avant l'opération. Natanz, qui est leur centre d'enrichissement principal, a été touché. On pense qu'il a été touché durement, donc ils n'ont plus cette capacité. Ils l'avaient avant la guerre. Ils peuvent encore enrichir sur Fordo. On ne sait pas exactement à quel point Fordo pour l'instant a été touché ou pas. Donc ils seraient capables d'enrichir à Fordo. Et effectivement, on parle d'enrichir suffisamment de matériel fissile pour une première bombe. Ça pourrait prendre d'une semaine à 10 jours, mais ce n'est pas produire la bombe elle-même. Je rappelle ce que cite le journal à propos des estimations des services américains sur l'absence de décision, semble-t-il, du pouvoir iranien de produire cette bombe. Est-ce qu'Israël, en attaquant la semaine dernière, a affirmé qu'il ne souhaitait pas être soumis aux décisions politiques du pouvoir iranien? C'est un peu plus compliqué que cela. Il y a énormément de renseignements dans le sujet dont je ne pourrais pas parler, donc c'est vraiment des renseignements... Mais je dirais cela. Dans chaque programme nucléaire militaire, il y a 3 éléments. Les missiles, le matériel fissile et l'armement. Les missiles, c'est pour envoyer la bombe. Le matériel fissile, on vient d'en parler, c'est l'uranium enrichi à 90%. Et ensuite, l'armement, c'est prendre ce matériel fissile et en faire une bombe. Et ce que nous avons découvert ces derniers mois, c'est que les Iraniens avaient commencé à avancer le travail pour justement l'armement. Et donc, ils avaient, c'est pas qu'ils avaient pris vraiment la décision de le faire, mais ils commençaient à se positionner comme d'une telle façon que si la décision était prise, ils raccourcissaient les temps d'une façon très importante. Est-ce que vous écartez l'hypothèse d'une accélération du programme atomique iranien en cas de frappe sur le site de Fordo? Ce sera très difficile, hein, parce qu'il faut dire qu'ils doivent enrichir de 60 à 90%, et ensuite ils doivent s'armer. La plupart des cibles, c'est des cibles qui touchent justement les capacités iraniennes d'enrichir, et ensuite les capacités iraniennes d'armer. Il y a des sites qui ont été touchés, par exemple, quand on prend l'uranium enrichi à 90% et on commence à le transformer en bombe, il faut transformer ce qu'il y a dans les centrifuges en un métal. C'est un centre qui a été touché. Ensuite, il faut prendre cela et commencer à faire produire l'armement. Ce qui a été touché dans la nuit d'hier, c'est le centre, ce qu'on appelle SPND, CEPAND. C'est là où, c'est un centre qui appartient au ministère de la Défense iranienne, c'est là où il y avait la production de l'arme nucléaire. Ils travaillaient sur l'architecture de l'arme nucléaire, le design de l'arme nucléaire et la production de l'arme nucléaire. Ça a été touché. Et en plus, pour construire l'arme nucléaire, il faut des scientifiques. Il y a un scientifique qui a été tué, spécialiste des questions tous ceux qui participaient à ce programme, qui étaient des scientifiques qui avaient pour but de produire l'arme nucléaire qui devait nous détruire, ne sont plus avec nous. Et donc vous considérez que l'Iran, en cas de frappe, notamment à Fordo, ne sera plus capable, sur un laps de temps relativement long, de produire? C'est trop tôt pour le dire exactement. Ce que je peux dire, c'est que ils ne sont plus aussi capables qu'ils ne l'étaient avant le début de cette opération. Des échanges ont eu lieu la nuit dernière, notamment entre Benjamin Netanyahu et le vice-président américain J.D. Vance. Vance, qui, rappelons-le, est l'un des tenants les plus importants du courant isolationniste de cette administration Trump, hostile de manière assez générale aux interventions militaires américaines dans le monde. Est-ce qu'il faut douter, monsieur l'ambassadeur, de la détermination de Donald Trump aujourd'hui à agir militairement directement en Iran? On le dit inquiet notamment d'une reproduction des schémas vus en Irak en 2003 ou en Libye en 2011. Vous savez, ce que j'ai appris dans mes années d'expérience dans le domaine, surtout avec les équipes de Trump et avec Trump dans sa dernière administration, c'est qu'il faut l'écouter.
Trump a dit d'une façon très claire. Il a montré ses buts, il a montré sa main d'une façon très claire. Notre but est une totale reddition d'un côté. Secondo, il avait dit bien auparavant, aucun enrichissement et aucune capacité d'avoir l'arme nucléaire. Vous savez, c'est noir et blanc. Hein. C'est vrai que des fois, ensuite, il y a des déclarations qui posent des questions, etc. Mais là, il l'a dit d'une façon très claire. Alors, je pense qu'une fois que le président dit les choses d'une façon si claire, la question est quand, pas vraiment si. Si les Américains, malgré tout, n'y allaient pas ou préféraient la diplomatie, est-ce qu'Israël dispose à la fois de la volonté et des moyens de frapper Fordo? Nous n'aurions pas commencé cette opération, Israël n'aurait pas commencé cette opération si nous ne savions pas que nous étions entièrement capables d'y aboutir positivement sans l'aide des Américains. Y compris à Fordo. Quand la déclaration que je viens de faire, c'est pour tout le programme nucléaire militaire iranien et le programme aussi balistique. Alors je précise à nos auditeurs, mais qui l'ont compris en vous écoutant ces dernières minutes, monsieur l'ambassadeur, que vous êtes l'un des grands spécialistes du nucléaire au sein de la diplomatie israélienne. Vous avez été directeur général adjoint pour les affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères entre 2018 et 2024. Vous me corrigez si je dis une erreur. Avant cela, vous avez occupé les fonctions de conseiller à la division des affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères, puis de directeur des relations extérieures à la Commission israélienne de l'énergie atomique. Vous suivez donc cette crise iranienne de très près depuis de longues décennies. Est-ce que vous avez toujours considéré qu'il faudrait un jour mener une opération de grande ampleur en Iran? Personnellement, j'avais très peu de doutes. On a toujours espéré d'avoir une solution diplomatique qui serait vraiment une solution diplomatique qui mettrait fin complètement aux aspirations iraniennes d'avoir l'arme nucléaire. Mais j'aime donner des pourcentages pour chaque chose. Le plus que j'ai donné d'avoir un accord qui serait acceptable pour le côté israélien était de 15%. Donc 85%, c'était vraiment le pourcentage le plus bas dans toute ma carrière, où je pensais qu'il y avait la possibilité d'avoir un accord, disons une solution diplomatique. L'armée de l'air israélienne, on parlera de diplomatie dans un instant, l'armée de l'air israélienne a frappé hier le réacteur à eau lourde de Darak, qui était partiellement construit. Monsieur l'ambassadeur, expliquez-nous pourquoi... Il n'était pas partiellement construit, il était construit, mais il était partiellement bloqué. C'est différent. Nuance importante. Expliquez-nous pourquoi ce site Darak, à côté des sites d'enrichissement d'uranium de Natanz, était particulièrement sensible pour la course à la bombe. C'est un peu technique, vous m'excuserez. Dans les programmes nucléaires militaires, il y a deux possibilités. Une possibilité qui est d'avoir, avec le matériel fissile, c'est l'uranium, enrichi à 90%. Et le deuxième chemin, c'est ce qu'on appelle un chemin plutogénique, c'est-à-dire avec du plutonium. Le réacteur d'eau lourde à Arak était un réacteur qui éventuellement pourrait produire du plutonium, pourrait servir à produire du plutonium. Dans le cadre du DCPOE, il avait été partiellement fermé, bloqué. Donc il n'était pas chaud, il n'y avait pas de matériel fissile à l'intérieur. Mais les Iraniens auraient pu décider éventuellement de le réouvrir et de le refaire travailler, et donc d'aller vers un chemin plutogénique qui était totalement inacceptable. C'est très technique. C'est une autre manière d'aboutir à une bombe. Voilà, c'est une autre manière. Si on leur avait laissé ce réacteur, je dirais de façon plus simple, si on leur avait laissé ce réacteur, ils auraient pu avoir la bombe. Cette guerre a donc démarré il y a 8 jours, elle pourrait durer plusieurs semaines, à en croire les responsables israéliens. Cette guerre, c'est le résultat, monsieur l'ambassadeur, de l'incapacité de la diplomatie, des opérations de sabotage, des cyberattaques à venir à bout de la volonté iranienne d'obtenir une bombe. Alors, d'abord, parlons d'abord de la diplomatie, ensuite le sabotage. Et je n'ai jamais dit je ne dirais pas que c'était Israël qui était derrière ces différents actes de sabotage, mais parlons de la diplomatie. La diplomatie sur le dossier nucléaire iranien a commencé en 2002. L'accord de Paris, le fameux accord de Paris, qui était vraiment un accord qui devait empêcher les Iraniens d'avoir le début du cycle du combustible, était signé en 2002. Et depuis, les Iraniens avançaient, faisaient 3 pas en avant, 1 pas en arrière, grâce à la diplomatie, encore 3 pas en avant, et ensuite il y avait un processus diplomatique, 1 pas en arrière. Et donc la diplomatie a échoué. On leur a donné suffisamment de temps d'aboutir. Mais non, la diplomatie a complètement échoué. Par contre, si il n'y avait pas eu différentes opérations qui avaient ralenti, qui avaient ralenti le programme nucléaire,
les Iraniens auraient eu la bombe bien avant, seraient beaucoup plus avancés qu'ils le sont aujourd'hui, disons. Notamment l'opération Stuxnet aux Jeux Olympiques, parmi d'autres. Il y a eu énormément d'opérations, il y a eu énormément d'accidents qui ont eu lieu avec le programme nucléaire. Certains scientifiques ont eu des accidents de travail, etc., etc. Accident de travail. Après le ciblage par l'Iran de l'hôpital Soroka à Beersheva, hier, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que le guide suprême Ali Khamenei ne méritait plus de vivre. Tuer Khamenei et peut-être derrière faire tomber la République islamique sont devenus des objectifs de cette campagne. C'est une menace, pas plus. Il faut bien être clair. Nos buts, les buts de cette opération, il y a 2 buts. Le premier but est de détruire complètement les capacités nucléaires militaires iraniennes. Complètement. D'accord ? Qu'ils ne puissent plus, ils pourraient la reprendre, mais à zéro. Donc ça prendrait de longues années de reprendre. Donc c'est le premier but militaire. Le second but militaire est de détruire les capacités balistiques iraniennes qui étaient arrivées à un niveau où ça devenait pratiquement une menace existentielle. Ce sont les 2 buts militaires de cette opération. Il n'y a pas de but politique. Donc un changement de régime ne fait pas partie des buts de cette opération. Having said that, comme on dit en anglais, si c'est arrivé, ce serait très bien. Parce que c'est un régime que, si ce régime allait à disparaître, la paix au Moyen-Orient serait plus probable. On aurait plus de possibilités de créer un Moyen-Orient avec nos voisins et avec les Iraniens, avec le peuple iranien, qui d'ailleurs est un peuple ami. Nous aurions beaucoup plus de possibilités de créer un Moyen-Orient qui vivrait en paix. Parce que ce régime est le régime qui a déstabilisé le Moyen-Orient dans les 30 dernières années. Mais, je répète bien, ce n'est pas un des buts de cette opération. Mais dès lors, comment faut-il comprendre ces déclarations aujourd'hui à nouveau d'Israël Katz qui a fixé de nouveaux objectifs à l'armée de l'air en appelant à déstabiliser le régime en visant notamment les Bassidji, la police politique ou encore les Pasdaran? Encore une fois, l'idée nous avons ciblé les dirigeants militaires du régime. Tous ceux qui participaient à la production d'armes nucléaires et la recherche, etc., de l'arme nucléaire et des armes balistiques, mais aussi, à chaque fois que, quand le guide suprême et le régime iranien tire sur notre population, on leur envoie des messages très clairs que plus loin ils iront en tirant sur notre population, plus loin nous devrons réagir et réagir là où ça leur fait mal. Et donc, justement, cibler les Pasdaran est une des réactions que nous avons à leur tir contre notre population. Revenons à la diplomatie. Emmanuel Macron a condamné ce matin depuis le salon du Bourget les frappes israéliennes qui viseraient autre chose que les sites nucléaires iraniens. Le Quai d'Orsay considère pour sa part que cette crise nucléaire ne peut être réglée que par la diplomatie. Une réunion démarre d'ailleurs dans quelques minutes à 15h à Genève entre les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne d'une part et de leur homologue iranien Abbas Araghchi. Est-ce que vous regrettez, monsieur l'ambassadeur, que la France, comme d'autres pays européens, pousse en faveur de l'arrêt des frappes israéliennes et en faveur de la reprise directe des négociations sur le nucléaire? Il y a une grande différence entre l'arrêt des frappes israéliennes et l'arrêt des frappes israéliennes qui n'est pas contre le programme nucléaire. Et je pense qu'il a aussi clarifié que c'était aussi contre le programme balistique. Alors donc, c'est vraiment les 2 buts que nous avons dans nos opérations. Ensuite, il faut dire, dans chaque, utilisation de force, de force militaire, il y a d'abord une diplomatie qui a échoué, on en a parlé. Il y a l'utilisation de la force militaire et à la fin du processus, une fois que nous aurons abouti à nos buts militaires, on aura besoin d'un processus diplomatique qui fermera l'événement. Alors donc, nous ne sommes pas entièrement loin et, très éloignés. Parce que quand le président dit le programme nucléaire est un programme dangereux et donc qu'il soutient les frappes contre le programme nucléaire et qu'il dit que le programme balistique est un programme dangereux, et là aussi, il dit que ce qui n'est pas contre ces 2 éléments, c'est quelque chose qu'il voudrait arrêter. Ça veut dire, en gros, que quand nos attaques qui ont pour cible exactement ce que je viens de dire, le programme nucléaire et le programme balistique, si je comprends bien, ne sont pas quelque chose
que le président Macron condamne, bien au contraire. Alors la proposition européenne faite à l'Iran consisterait à un retour aux limitations fixées sur le nucléaire par l'accord de 2015 pour aller, selon la France, vers le zéro enrichissement, auquel on joindrait un engagement en vue d'une limitation du programme balistique iranien, un arrêt du financement des groupes terroristes dans la région et la libération d'otages en Iran. Là, on rentre dans les différences qu'il y a entre nous et, par exemple, la France, ou si c'est effectivement la position des trois européennes. Il est trop tôt de parler du contenu de la solution qui fait. Nous sommes en pleine opération militaire. Ces opérations militaires continueront tant que nous n'aurons pas obtenu nos buts militaires. Et donc, rentrer dans les détails de ce qui pourrait être une solution diplomatique qui fermera l'événement militaire, c'est trop tôt. Pour terminer, est-ce que vous avez l'impression, parfois, en écoutant le président de la République, que la France minore le caractère existentiel de la menace nucléaire que fait peser l'Iran sur Israël? Non, pas sur. Je ne pense pas que la France minore le caractère, disons, le danger existentiel qu'est l'Iran. Mais il faut comprendre que la France est à 4500 km de l'Iran et nous sommes à 1200 km de l'Iran, et donc la perception est différente. Et donc la France s'occupe des intérêts français, nous nous occupons des intérêts israéliens, et ils sont des fois différents. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Joshua Zerka, d'avoir été avec nous. Cet entretien est à réécouter sur radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À très bientôt. Merci à vous.